Oui, c'est OK. Bonjour à tout le monde, madame, monsieur. Je suis Cécile Félix, attaché au Président de la Nation. On est ici ce matin pour présenter nos premières conclusions liées à ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Cette conférence de presse sera menée par M. Preda, Christian Preda. Il est membre du Parlement européen et chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et aussi par Mme Lydia Gerier-Todenberg, elle est la chef de la mission du Parlement européen. Sans plus de préambule, je vais passer la parole à M. Preda pour qu'il fasse son allocution. Merci infiniment. Je vais remercier tout spécialement les représentants des organisations internationales et des ambassades de l'Union européenne, des États membres et également des États européens. Je vois dans la salle également une partie de notre équipe cadre que je voudrais remercier très chaleureusement et qui merci à la presse d'être venue aujourd'hui nous écouter. Donc voilà, j'ai ici la déclaration préliminaire qui a comme titre une participation pacifique des citoyens avec une amélioration du scrutin au second tour pour départager deux anciens présidents. Voilà, c'est un long titre, mais ça dit quand même beaucoup sur le constat, parce qu'effectivement, comme vous l'avez pu remarquer, les citoyens malgaches qui étaient un peu moins mobilisés qu'au premier tour ont voté dans une atmosphère pacifique lors d'un scrutin qui était bien maîtrisé et transparent pour départager deux anciens présidents et consolider le processus démocratique de leur pays. Comme au premier tour de l'élection présidentielle, le second tour s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur, tout en mobilisant moins d'un électeur sur deux. Les autorités ont respecté la neutralité telle que demandée par le gouvernement. Les forces de l'ordre ont sécurisé le processus avant, pendant et après l'élection. Le deuxième tour s'est déroulé dans des conditions qui ont vu la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Haute Cour. La Commission électorale nationale, dans ce contexte, a tenu un cadre de concertation avec les parties prenantes et la CENI a annoncé des mesures pour améliorer l'efficacité du processus électoral. Et entre autres, je vais mentionner trois mesures que nous avons observées et que nous considérons extrêmement intéressantes, utiles pour le déroulement de ce deuxième tour. Il s'agit tout d'abord du renforcement des capacités des membres du bureau de vote et des membres des sections de recensement matériel de vote, les SRMV. Deuxièmement, il s'agit de la mise en place d'un audit international du logiciel de traitement des résultats. Et troisièmement, nous avons noté la transparence dans les dispositifs de traitement des résultats au niveau des SRMV et de la CENI elle-même. Nous voulons d'ailleurs féliciter également la CENI pour l'audit indépendant international de son logiciel de traitement des résultats, en présence des techniciens qui représentaient des candidats. Nous croyons que la restitution publique de cet audit le 7 décembre, suivi de la prise en compte des recommandations de court terme, ont constitué un gage de confiance dans la volonté de la CENI de publier des résultats fiables. Au moment de la publication de ces déclarations préliminaires, notre mission relève que la quasi-totalité des 119 SRMV poursuivent leurs travaux. Dans ce contexte, nous appelons la CENI à observer le même esprit de transparence en continuant à faciliter l'observation des activités dans ces SRMV.
Maintenant, pour ce qui est des candidats et de préparatifs pour ce deuxième tour, nous avons noté le fait que les deux finalistes se sont lancés dans des activités de pré-campagne. Tout d'abord, en remerciant leurs électeurs et en essayant de se positionner par rapport à l'ambition d'avoir la victoire dans ce tour décisif. Comme vous le savez, la campagne était courte entre le 4 et le 17 décembre. Et effectivement, durant cette campagne, les candidats ont adopté une stratégie qui était différente de celle du premier tour, en favorisant des contacts de proximité et ce qu'on appelle les visites à domicile, le porte-à-porte. La campagne s'est caractérisée, selon nous, par moins d'événements de divertissement et plus de contenu et de messages cibles qui reprenaient et expliquaient les programmes des deux candidats. Notre mission a constaté le respect, d'ailleurs, du silence électoral, comme la loi le demande. Maintenant, ce que nous avons pu remarquer durant la campagne, c'est que le fameux collectif des candidats s'est scindé en trois groupes: ceux qui ont défendu la neutralité, ceux qui ont soutenu le numéro 13, et les plus nombreux qui se sont ralliés au collectif K25 du candidat Ravalomanana. Vous le savez également, certainement, que le candidat, le président sortant, qui était arrivé troisième, a choisi de ne soutenir aucun des deux candidats. Pour ce qui est de la conduite des opérations de vote, nous avons identifié 5 paramètres qui ont amélioré, nous considérons cela, qui ont amélioré, facilité la conduite de la votation. Tout d'abord, c'est le fort taux de distribution des cartes d'électeurs avant la date du scrutin. Deuxièmement, c'est l'option de la CENI d'autoriser les électeurs à voter dès lors qu'ils étaient en possession d'une pièce d'identité inscrite sur la liste électorale. Troisièmement, c'est l'expérience enregistrée par les membres des bureaux de vote et les électeurs suite au premier tour. Quatrièmement, il s'agit du renforcement des capacités mises en place par la CENI. Et enfin, nous avons pu constater un processus simplifié, notamment pour le dépouillement, ce qui était d'ailleurs naturel vu qu'il n'y avait que 2 candidats et non 36. Nous avons observé des opérations électorales menées en transparence, dans un climat, comme je disais tout à l'heure, calme. Notre mission a été encore témoin des rares cas d'électeurs autorisés à voter sans fournir de bons justificatifs, tout en étant inscrits sur les listes. Et nous avons aussi constaté des listes électorales non distribuées dans les bureaux de vote destinataires. Nous croyons que la phase de dépouillement a été mieux maîtrisée, bien que de nouveau, notre mission regrette que les procès-verbaux n'aient pas été affichés que dans 2 cas sur 5, selon notre observation. Une autre remarque que nous avons faite concerne la veille du scrutin, parce que notre mission a reçu à la veille justement du jour J, diverses allégations des candidats qui s'accusaient mutuellement de préparer des fraudes. Ces allégations se sont multipliées jusqu'au soir du scrutin et ont marqué un contraste flagrant avec le comportement responsable des forces de sécurité et avec le calme des citoyens malgaches qui se sont présentés aux yeux. Et comme vous avez pu le constater, le soir même du scrutin, les 2 candidats ont déclaré être convaincus de leur victoire, ce qu'on leur avait suggéré de ne pas faire. Mais ils l'ont fait. La mission déplore de l'autre côté l'assassinat de 2 membres d'un bureau de vote situé dans le district d'Angkazawab de la région Atsimo-Andrefan, survenu dans la nuit précédant le vote suite à des actes de banditisme.
Notre mission relève que dans certaines localités, des incidents ou des difficultés techniques ont été reportés dans les médias et les réseaux sociaux le jour du scrutin. Il s'agit de l'usage des bulletins précochés, de l'usage des fausses cartes nationales d'identité ou des incitations à voter pour tel ou tel candidat. Mais il faut dire que nos observateurs, les observateurs de notre mission, n'ont pas constaté aucune de ces situations. Bien sûr qu'en étant informés, on était très attentifs à toutes ces choses-là. Nos observateurs n'ont pas pu découvrir des preuves qui concernent ces trois cas. Un mot sur l'observation des élections faite par le Comité national pour l'observation des élections, KMF-Noé, la Commission épiscopale Justice et Paix et Liberty 32, qui ont reconduit leur partenariat dans l'observation nationale avec une couverture nationale qui a rassemblé près de 3500 observateurs. Safidi a redéployé 7300 observateurs et nous voulons féliciter toutes ces organisations et leur remercier aussi de leur coopération durant toute cette période. Nous voulons également reconnaître les efforts de communication de la Haute Cour constitutionnelle concernant la compilation des résultats du premier tour et la publication de ces résultats par bureau de vote. Notre mission constate aussi les efforts de la Haute Cour pour améliorer ces procédures de ramassage des plis électoraux afin de réduire les délais de traitement et l'encourage à poursuivre ces travaux dans l'esprit de la loi. Pendant la campagne également, on voudrait dire que les médias audiovisuels publics ont couvert de manière égale les deux candidats conformément au calendrier et dispositions de la CENI. Quant à la couverture des médias privés, elle a été, comme au premier tour, partiale et parfois très partiale. En gros, c'est ça nos remarques d'ordre général. Le document que nous présentons aujourd'hui parle par la suite d'une manière un peu plus détaillée du contexte politique de cette élection, de la bipolarisation du paysage politique et de l'autre côté du renforcement de la sécurisation du processus électoral. Nous avons un certain nombre de remarques détaillées sur le cadre juridique et entre autres, je voudrais souligner le fait que pour nous, l'absence de plafonnement du financement de la campagne demeure le sujet critique. Pour ce qui en ce qui concerne le cadre juridique, nous avons noté aussi pour le premier tour que la vérification des résultats par la Haute Cour constitutionnelle n'a pas apporté des changements substantiels aux résultats provisoires publiés par la CENI. Et nous considérons cela bien sûr très positif, ça veut dire que ça fonctionne bien. Nous reconnaissons d'ailleurs, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, le professionnalisme démontré par la Haute Cour tout au long du processus. Il y a également une analyse de l'administration électorale, de ce renforcement des capacités administratives pour le second tour. Nous avons noté également et détaillé un peu l'appui sud-africain accentué pour la logistique électorale du deuxième tour. Pour la sensibilisation des électeurs, nous parlons de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, du KMF et des autres organisations. Et nous avons noté également le fait que la CENI, contrairement au premier tour, a sensibilisé les électeurs par envoi des SMS pour aller voter. L'inscription des électeurs, c'est aussi un sous-chapitre qui nous a beaucoup intéressé. On note entre autres l'absence d'état de distribution des cartes par localité, malgré des efforts certains de distribution. Nous regrettons que dans certaines localités, les délégués des candidats ont participé à la distribution des cartes d'électeurs.
mais aussi que la CENI, avec ses démembrements, n'ait pu être en capacité d'établir un mécanisme permettant de publier des états de distribution des cartes d'électeurs par localité. Sur le long terme, c'est l'une des questions que nous posons dans notre analyse. On se demande effectivement si l'usage de la carte d'électeur mérite d'être conservé, vu que ça a créé un certain nombre de problèmes et vu que finalement les électeurs ont pu voter avec la carte d'identité ou un petit papier d'identité une fois qu'ils étaient sur la liste électorale. Donc c'est une question d'ailleurs, cette question était déjà posée dans l'atelier organisé par le CETFM le 6 décembre. La campagne électorale, bien sûr, elle est couverte par un nombre important de remarques que nous faisons. J'ai noté déjà la vulgarisation des programmes des candidats comme préoccupation en vue du deuxième tour. Nous avons au total observé 86 événements de campagne des deux candidats en vue du deuxième tour. Nous avons essayé de les suivre le plus possible. Parfois, comme sur le premier tour, on n'avait pas l'information, mais on était quand même présent dans 86 événements de campagne. Il y a un équilibre entre le numéro 13 et le numéro 25 pour ce qui est de cette observation. Nous avons noté chez les deux camps la présence d'autorités étatiques autres que les élus dans certains événements de campagne. Nous avons également constaté le remboursement des frais de transport et également le transport organisé pour les partisans. Bien sûr, la distribution des t-shirts, parapluies, chapeaux en paille, etc. Et nous voulons, nous avons également mentionné l'environnement médiatique, la question de la participation des femmes, et puis le jour du scrutin, bien sûr, c'est couvert par une analyse qui analyse en détail le vote proprement dit, le comportement, la baisse significative de la participation. Nous faisons une comparaison avec 2013, parce qu'en 2013 aussi, il y a eu une baisse de 10% entre le premier et le deuxième tour. À l'époque, c'était 63 et 53. Pardon, 62 et 52. Et voilà, sur la fermeture des dépouillements, nous avons constaté qu'il y a une amélioration par rapport au premier tour. Le traitement des résultats, c'est également un sous-chapitre qui est détaillé dans notre document. Je vous laisse découvrir tous ces détails-là parce que maintenant je voudrais donner la parole à ma collègue du Parlement européen qui va présenter la déclaration au nom du groupe des parlementaires ici présents que je voudrais remercier de nouveau. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je veux vous saluer en malgache, en atoko. On a appris quelques mots et on a vraiment beaucoup apprécié cette période qu'on a pu passer entre vous pendant deux étapes des élections, pendant le premier tour et maintenant pendant le deuxième tour. Merci de votre intérêt renouvelé pour le travail de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Comme vous le savez, le Parlement européen a envoyé une délégation pour ce second tour et j'ai venu à Madagascar avec 4 de mes collègues députés européens. C'est l'occasion pour moi de remercier à nouveau le peuple malgache et les autorités de notre pays pour l'invitation que nous a été adressée et surtout pour l'accueil si chaleureux qui nous a été réservé.
Comme cela a été le cas lors du premier tour, la délégation que j'ai conduite souscrit pleinement aux conclusions présentées par notre ami et collègue député européen, Christian Dan Preda, observateur en chef de l'Union européenne. J'apprécie beaucoup votre travail et merci pour votre aide. Les observations et conclusions qu'il a présentées réfèrent en tout point notre évaluation de ce processus électoral. Nous avons pu observer ces contours dans de bonnes conditions, les membres du bureau de vote ayant manifesté ouverture, disponibilité et transparence à notre regard. L'enthousiasme de jeunes votants était très communicatif. Il est important aussi de noter une nette amélioration de la façon dont ces élections ont été menées pour ces seconds tours. Les autorités compétentes ont pris la mesure de quelques faiblesses du premier tour et ont su en grande partie y remédier. Il faut s'en féliciter. Et par ailleurs, le calme dans lequel le second tour s'est déroulé, c'est de bon augure pour la finalisation de ce processus électoral. Je voudrais, comme lors du premier tour, souligner un aspect qui nous paraît central, à savoir le non-plafonnement de dépenses de campagne. Cette recommandation a été émise par la mission de l'Union européenne déjà en 2013, mais n'a pas été mise en œuvre. C'est pourtant un jeu de taille pour la vie démocratique du pays. Il doit absolument être corrigé et je souhaite vivement que cela soit le cas au plus vite. L'Union européenne et son Parlement seront particulièrement vigilants à cet égard. De la même façon, en ce qui concerne la transparence des fonds, de vraies mesures doivent être prises. Nous formons le vœu que la Commission de contrôle du financement de la vie publique ait rapidement toutes les ressources pour mener à bien son importante mission. Et nous avons eu l'occasion, pour ce second tour, de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la vie politique malgache, et notamment les deux candidats, ou des institutions et de la société civile. Je souhaiterais à ce regard aujourd'hui revenir sur quelques éléments qui me paraissent essentiels au lendemain de ce scrutin. Tout d'abord, la place des femmes dans la vie politique malgache. Si elles sont engagées dans la conduite des bureaux de vote, elles ne sont pas suffisamment représentées dans la vie politique malgache, à la hauteur de leur poids dans la population. Nous avons entendu de commentaires sur des possibles fraudes et irrégularités dans la conduite du premier tour ou dans la préparation de la conduite du second. Ce n'est pas le lieu ni le moment de porter un jugement sur la validité de certaines des preuves apportées ou sur la pertinence de telles accusations. En revanche, il est crucial que toute contestation s'efface par le prisme du droit exclusivement. Tout candidat qui pense détenir des preuves de fraude doit les soumettre aux autorités compétentes pour un traitement approprié. J'insiste sur cet aspect, la voie légale est la seule option pour contester un résultat. La rue et ses violences ne peuvent pas être une option. Je suis rassurée d'entendre que les deux candidats nous ont confirmé, chacun à leur tour, leur détermination en ce sens. Ils ont tous les deux conscience de leur responsabilité à cet égard et se sont engagés à n'user que la voie légale et à appeler au calme
en cas de débordement. Si le processus électoral déraille du façon d'un candidat qui n'accepte pas les résultats des urnes, une nouvelle crise s'en suivra, plongeant le pays dans des démons du passé. Et Madagascar perdra de nombreuses et de précieuses années à se révéler. Les Malgaches qui ont fait preuve de maturité politique veulent pouvoir enfin se concentrer sur leur avenir. Les défis sont énormes en termes d'éducation, de santé publique, de protection de l'environnement, de développement durable et de croissance économique. Je suis convaincue que les candidats, dont l'un sera président et l'autre vraisemblablement la figure de proue de l'opposition, garderont ceci en tête dans les jours et les semaines à venir. Le peuple malgache veut finalement sortir de cette crise politique à répétition. Merci beaucoup, Mr. Chan. Merci beaucoup, Mme Guerrière de l'UEC, de ce programme, de ces allocutions. On passe la parole maintenant à la presse internationale, ici présente à la presse malgache, pour des éventuelles questions. Bonjour, Philippe Alfroy de l'agence France Presse. Une question sur les allégations de fraude des candidats, notamment du candidat Ravalomanana, qui hier a parlé de fraude massive. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que les irrégularités que vous avez vous-même constatées sont en mesure de dénaturer l'issue du scrutin ou pas? Les affirmations, vous le savez très bien, concernant ces fraudes massives ont été avancées quelques jours avant le scrutin par le candidat. Maintenant, comme j'ai précisé tout à l'heure, nous n'avons pas pu constater cela. On a demandé à nos observateurs de regarder de près la question de cette distribution de cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Je répète, nous n'avons pas constaté de fraude. S'il y a des preuves, il faut présenter ça à la justice. On a dit directement d'ailleurs aux deux candidats, parce que d'un côté ou de l'autre, on nous a envoyé le même type de message. J'ai l'impression que les deux candidats n'ont pas pris note du fait que la campagne est terminée. Donc ça risque de continuer après le vote. Mais bon, j'espère que le calme tiendra une fois que les résultats deviennent très clairs. Je voudrais aussi témoigner, si vous me le permettez, de mon expérience directe avec les deux équipes dans une des régions du pays, parce que j'étais à Tuléar un jour avant, et le sujet principal dont on a débattu avec les deux équipes ensemble, c'était justement cette histoire des allégations d'un côté et respectivement de l'autre sur les fraudes massives. Les uns comme les autres disaient la même chose, mais aucun camp n'avait des preuves. Ils s'accusaient. L'un disait qu'on a donné un peu d'argent au chef des Fukuntan pour distribuer des cartes d'électeurs qui n'étaient pas distribuées au deuxième tour. L'autre camp disait que non, tout au contraire, il y a des cartes d'électeurs qui étaient achetées pour fabriquer sur cette base des fausses cartes d'identité. Mais vraiment, quand j'ai demandé la base de cela, il restait muet. Ce que j'ai trouvé intéressant, et je crois que c'est l'aspect qui mérite notre attention et notre, comment dirais-je, considération, c'est le fait que le préfet de la région, en voyant toutes ces allégations et puis en regardant également les différentes manœuvres faites sur le terrain, a dit, bon, je vais récupérer toutes les cartes d'électeurs non distribuées au premier tour. Il a demandé au chef de Fukuntan d'apporter à la préfecture toutes les cartes d'électeurs pour que ça ne soit plus l'objet des manipulations réelles ou imaginaires des deux camps. Et donc, il m'a montré d'ailleurs le paquet de ces cartes d'électeurs dont on avait tant parlé, et il avait même une statistique extrêmement intéressante et utile, ce qui montre le sérieux
le traitement assumé par certaines institutions. Il avait une situation très claire sur le nombre de personnes décédées, le nombre de personnes vivantes et les doublons qui représentaient les trois catégories liées à ces cartes d'électeurs. Donc, comme je dis, il y a des allégations, il n'y a pas d'effet. Et ce que nous avons pu faire sous, si vous voulez, sous la pression des deux camps, c'était de dire à tous les deux, allez en justice et présenter ça. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux diplomates accrédités ici, ce n'est pas aux organisations internationales de gérer ça. S'il y a eu des malversations ou des irrégularités, c'est la justice qui pourra le constater. Mais pour cela, il faut effectivement des éléments. Et donc, ce que nous avons pu constater de l'autre côté, je crois que vous tous vous l'avez vu, quand la CENI a été saisie de l'absence d'un certain nombre de bulletins uniques, après constat, il y a eu dans le stock de réserve un remplacement immédiat de la chose. Donc, si de telles situations sont vraiment apparues, on a vu que les institutions ont vraiment réagi. Donc, l'esprit général et comment dirais-je, la situation que nos observateurs ont constatée, c'était plutôt dans ce sens-là, que dans le sens des affirmations, des allégations qui venaient des deux camps. C'est tout ce que je peux dire en toute honnêteté, basé sur notre observation. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on était présents dans toutes les régions du pays. Auriez-vous d'autres questions? Bonjour, Alexandra Ronjon de RFI. Que ces accusations de fraude soient réelles ou non, plus sur l'attitude des candidats, le fait qu'ils aient tout de suite porté ces accusations, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous avez eu vraiment une assurance de leur part d'accepter ces résultats malgré leurs doutes? Comme ma collègue Lydia l'a dit, les deux candidats ont affirmé clairement qu'ils vont respecter qu'ils vont respecter le résultat. Nous avons d'ailleurs posé cette question sur le terrain, aux équipes. Moi-même, quand j'étais dans les différentes régions du pays, à Tamata, à Fort-Dauphin, à Diego, à Tuléane, j'avais posé cette question. Et partout, les gens ont dit oui, on va accepter ça, on va accepter le résultat, on va féliciter le gagnant. Maintenant, traiter les allégations, c'est pas chose facile, d'autant plus que vous avez le même type d'un côté et de l'autre. Donc c'est pas un seul camp qui fait ça. Nous avons, et je le dis de nouveau, nous avons affirmé, je le dis de nouveau, nous sommes neutres, nous sommes indépendants, nous n'avons pas accepté d'être tels qu'ils sont. Et donc, si on a eu des constats d'irrégularité, nous les avons notés. Bon, moi je trouve cela. Il faut dire aux candidats, s'ils les voyaient dans les jours suivants, que c'est fini la campagne. Et là, bon, comme les votes, ça marche plus rapidement. Donc je crois qu'on aura sous peu les résultats à la CENI, puis la haute cour fera son travail. Je vois plutôt que ça se passe bien, et l'arbitre, ce n'est pas notre mission, ce n'est pas la communauté internationale, c'est la CENI et la haute cour. Et lors du premier tour, j'ai vu un comportement, j'allais dire, impeccable, et de la CENI et de la haute cour. Donc, enfin, ça pourrait être de leur côté aussi une stratégie pour gérer l'échec. Bon, ça c'est plus politique, c'est l'homme politique qui parle, c'est pas l'observateur en chef. D'autres questions? Béatrice s'engage peut-être. Ok, s'il n'y a plus de questions, apparemment, on clôture ici. Ah, voilà. Les collègues ont Moi, ce n'est pas une question, c'est. Je suis le conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour Madagascar. C'était juste pour féliciter le chef d'observateur et
chef de la mission du Parlement européen pour ce rapport très important qui suit vraiment les enjeux de cette élection et surtout qui décrit de manière, à notre avis, exhaustive le déroulement du scrutin. C'est le caractère objectif et impartial des éléments contenus. Je voudrais vous féliciter pour ce travail. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment très contents d'entendre cela. Et je voudrais de nouveau remercier vous-même et les autres membres des organisations internationales, les ambassadeurs présents ici. On a pu constater une position très unitaire et très claire de la communauté internationale. Je crois que ça a facilité beaucoup le processus. Hein. Donc, on connaît d'autres régions, d'autres pays où la communauté internationale n'est pas toujours si unie, et donc ça complique malheureusement le processus. Donc, un grand merci encore une fois. Je voudrais, si vous me permettez, à la fin, remercier de nouveau l'équipe d'observateurs, Sandrine Martins-Espinosa, qui était mon adjointe ici, tous les membres de l'équipe cadre, tous nos observateurs de longue durée, de courte durée. Ils ont fait vraiment un travail très sérieux. Ils sont là depuis fin septembre, donc ça fait un moment. Ils vont certainement terminer sous peu le travail. Et on va revenir au pays avec le rapport qui concerne toute la période préélectorale, les 2 tours et la gestion des résultats, avec une série de recommandations pour les autorités de ce pays, comme on le fait toujours, et bien sûr avec l'espoir que les recommandations seront prises au sérieux et que pourront constituer une base d'une coopération politique entre l'Union européenne et le Madagascar. L'Union européenne est bien sûr très ouverte au renforcement de la coopération avec le Madagascar. C'est pour cette raison-là que nous avons accepté l'invitation de venir ici observer les élections. Et pour que cette coopération soit possible, il faut bien sûr que ce processus qui s'est bien déroulé finisse bien. Et c'est pour cela que je renouvelle à la fin mon appel aux candidats d'attendre dans le calme des résultats de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Bonne chance et bonne fête à vous tous. Merci.